Parmalat affirme disposer de milliards d'euros en trésorerie. Cet argent est censé être en banque, disponible, vérifiable, sauf qu'au moment où quelqu'un décide enfin de vérifier, le compte n'existe pas, la banque non plus. Les auditeurs ont validé, les marchés ont cru. Et pendant des années, personne n'a arrêté le système. Au départ, Parmalat n'est pas une entreprise marginale. C'est un groupe agroalimentaire majeur, présent dans des dizaines de pays, coté en bourse, financé par les plus grandes banques européennes. Sur le papier, tout semble solide. Les ventes sont là. La croissance est régulière. Et surtout, Parmalat affirme disposer d'une trésorerie exceptionnelle. Des milliards d'euros, censés être déposés sur des comptes bancaires à l'étranger. Cette trésorerie joue un rôle clé. Elle rassure les créanciers, soutient la notation financière et permet au groupe d'emprunter toujours plus, mais un détail intrigue. Cet argent n'est presque jamais utilisé. Il ne sert ni à investir, ni à réduire la dette. Il reste immobile, intact, d'année en année. En réalité, cette trésorerie n'est pas un outil financier. C'est un pilier narratif, un chiffre destiné à maintenir la confiance, pas à faire fonctionner l'entreprise. C'est là que le mensonge devient structurel. Pour que ce chiffre fictif tienne, Parmalat n'a pas besoin de convaincre tout le monde. Il suffit de convaincre les bons intermédiaires. Le groupe produit des documents bancaires attestant de l'existence de ses comptes, des confirmations écrites, censées provenir d'établissements étrangers. Ces documents circulent entre auditeurs, banques, analystes. Personne ne voit directement l'argent, mais chacun voit un papier validé par quelqu'un d'autre. Les auditeurs s'appuient sur des confirmations bancaires. Les banques s'appuient sur des comptes certifiés. Les marchés s'appuient sur les états financiers publiés. Le faux argent ne devient pas crédible parce qu'il est bien dissimulé. Il devient crédible parce qu'il est reconnu collectivement. À ce stade, le chiffre n'est plus une simple invention. C'est une donnée intégrée au système. Et plus il circule, moins il est remis en cause. À ce niveau, le problème n'est plus seulement la fraude. C'est l'inertie qu'elle a créée autour d'elle. Tant que Parmalat continue de payer ses fournisseurs, de rembourser ses échéances et d'accéder au crédit, rien ne semble urgent. Le système fonctionne en apparence, et cette continuité devient une preuve implicite de normalité. Remettre en cause la trésorerie affichée, ce n'est pas simplement poser une question technique. C'est risquer de déclencher une réaction en chaîne, perte de confiance, retrait des financements, chute du cours, crise immédiate. Les auditeurs savent qu'un doute mal placé peut provoquer l'effondrement qu'ils cherchent justement à éviter. Les banques préfèrent croire à la solvabilité plutôt que provoquer une crise qu'elles auraient à gérer. Peu à peu, la question change. Il ne s'agit plus de savoir si les chiffres sont exacts, mais de savoir s'il est encore possible de les remettre en cause sans tout faire exploser. C'est à ce moment précis que le système se fige. L'effondrement ne commence pas par une révélation spectaculaire. Il commence lorsque la liquidité disparaît. À un moment, Parmalat n'est plus capable d'honorer une échéance. Un paiement échoue. Un créancier demande une vérification plus précise. C'est là que le faux compte bancaire est exposé. La confirmation n'est plus crédible. La banque citée dément. À partir de cet instant, l'illusion ne peut plus être maintenue. Le système ne s'arrête pas par choix mais par impossibilité matérielle de continuer. Parmalat n'est pas une anomalie. C'est un cas d'école. On y retrouve les mêmes mécanismes que dans d'autres grandes fraudes financières. Des chiffres rassurants, des intermédiaires validants et une illusion de stabilité entretenue jusqu'au dernier moment. Tant que l'illusion peut être financée, le système tient, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus.